Deux chiffres ont bouleversé le Sahel. Une hausse de 15% de la production d'or et une croissance de 3,5% du PIB. Pourtant, rien n'a calmé les tensions qui enflent autour du Burkina Faso. Ce contraste brutal entre amélioration économique et pression géopolitique met en lumière un paradoxe que personne n'avait anticipé. Alors, que signifie vraiment cette fracture pour ceux qui suivent la trajectoire d'Ibrahim Traoré et tentent de comprendre ce renversement soudain? Un futur encore flou commence à s'esquisser. Le récit qui se déploie ici promet bien plus qu'une simple analyse politique. Il dévoile les mécanismes précis qui ont permis au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, de transformer une révolte en projet de souveraineté durable. Cette exploration offre une compréhension structurée du tournant africain en cours, un cadre clair pour saisir ce qui change réellement derrière les discours et les chiffres. Car au-delà des réformes visibles, l'enjeu fondamental réside dans la manière dont un pays du Sahel tente de réécrire ses relations économiques, diplomatiques et sociales dans un environnement dominé par des puissances extérieures. Et ce sont ces choix, parfois abrupts, parfois calculés, qui déterminent le prix réel de l'indépendance. Pression internationale, sanctions ciblées, risque de repli économique, mais aussi regain de fierté populaire et recomposition des alliances régionales. Une question surgit alors, discrète mais décisive. Si ces décisions sont audacieuses, jusqu'où peuvent-elles tenir face à un système mondial qui n'est pas prêt à concéder de terrain? Ce fil, à peine tiré, ouvre une perspective que nous allons suivre pas à pas. En l'espace de quelques mois, deux indicateurs clés ont changé la donne. Une croissance de 3,5% et une hausse de 15% de la production d'or, révélant l'ampleur inattendue des effets initiaux des réformes. Mais derrière ces chiffres, un basculement plus profond s'opère, celui d'un pays qui tente de sortir d'un cycle historique de dépendance économique et politique. Ce mouvement, enclenché en 2022, ne s'explique pas uniquement par l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, mais par la rupture méthodique qu'il introduit. Fiscalité renforcée, redistribution accrue, défi frontal aux anciennes puissances coloniales, recentrage de l'exploitation des ressources sur les besoins nationaux. Ces décisions n'ont pas émergé dans un vide politique. Elles sont nées d'une accumulation de frustrations populaires, amplifiées par des décennies d'exploitation minière profitable aux multinationales, mais très peu au Burkina Faso. Le contexte régional n'a fait qu'ajouter de la tension. Insécurité croissante dans le Sahel, effondrement partiel des institutions, fragilité des alliances diplomatiques et montée des revendications souverainistes dans plusieurs pays voisins. Dans cet environnement instable, chaque geste politique acquiert un poids disproportionné. C'est précisément là que se referme la première dette de curiosité ouverte en P1. La contradiction entre amélioration économique et montée des pressions trouve son origine dans la confrontation directe entre un modèle ancien, consolidé depuis des décennies, et une tentative de renversement brutal des rapports de force. Les discours de Traoré, souvent perçus comme radicaux, traduisent en réalité une logique interne, reprendre le contrôle des ressources afin de reconstruire la base économique d'un État affaibli. Le message fait écho à une jeunesse qui ne veut plus de demi-mesure, mais il déclenche également une réaction immédiate des puissances extérieures, inquiètes de voir s'effriter un équilibre commercial dont elles bénéficiaient largement. Ainsi, ce n'est pas la croissance ou la hausse de production qui crée que la tension, mais ce qu'elle symbolise, le début concret d'une souveraineté économique qui rebat les cartes du Sahel. Dans cette phase initiale de transformation, une figure s'impose comme fil conducteur. Ibrahim Traoré, dont la trajectoire personnelle sert de point d'ancrage pour comprendre la dynamique interne du pays. Son arrivée au pouvoir n'a pas seulement réorganisé l'appareil d'État, elle a servi de catalyseur pour des milliers de citoyens qui voyaient s'éroder la confiance envers les institutions. En ramenant au centre du débat la souveraineté économique et la redistribution, il a créé un nouvel espace politique
où les attentes populaires ne pouvaient plus être ignorées. Deux situations illustrent l'impact immédiat de cette orientation. Dans un premier exemple, dans plusieurs zones minières, des coopératives locales ont été autorisées à renégocier leurs contrats avec les exploitants étrangers. Ces révisions, bien que limitées, ont offert aux communautés une part plus tangible des revenus tirés de l'or. Le changement n'a pas modifié brutalement le quotidien, mais il a produit un signal fort. La voix locale pouvait peser davantage dans les décisions économiques. Dans un second exemple, au sein de l'administration, des audits rapides ont révélé des circuits de favoritisme qui siphonnaient des ressources publiques. Leur démantèlement n'a pas transformé instantanément la gouvernance, mais il a envoyé un message clair aux fonctionnaires. Une nouvelle ligne de conduite s'installait, moins tolérante envers les détournements. Ces deux exemples, modestes mais structurants, montrent que la recomposition engagée ne repose pas uniquement sur la macroéconomie. Elle dépend d'une succession d'ajustements locaux qui consolident progressivement les réformes annoncées. Et c'est en cela que le rôle de Traoré fonctionne comme un pivot. Il incarne l'autorité permettant d'articuler ces changements dispersés en un mouvement cohérent. So what? Ces signaux précoces redessinent déjà l'équilibre interne. Avant 2022, le Burkina Faso avançait sous un modèle figé. Extraction contrôlée par les multinationales, fiscalité permissive, élite administrative fragmentée et une économie dépendante d'acteurs extérieurs. Après l'arrivée d'Ibrahim Traoré, cette mécanique s'est retournée brutalement, créant une série d'événements en cascade qui ont recomposé l'équilibre interne du pays. Dans la phase d'amorce, le point de rupture. La décision initiale fut simple mais déstabilisante. Imposer aux entreprises étrangères une contribution fiscale plus stricte. Ce geste, perçu comme une provocation par les investisseurs traditionnels, a servi de déclencheur. En quelques semaines, les négociations se sont tendues, les anciennes puissances coloniales se sont crispées et les premières pressions diplomatiques ont commencé à apparaître. Dans le même temps, le gouvernement a réorienté une partie des revenus miniers vers des projets locaux, créant un précédent inattendu. Pour la première fois depuis des années, une portion significative des richesses restait sur le territoire. Ce déplacement, bien que limité en termes absolus, a envoyé un signal clair au pays. Les premières tensions internes sont alors apparues. Certains cadres administratifs, menacés par la restructuration, ont cherché à freiner les réformes, invoquant la nécessité de préserver les équilibres traditionnels. Mais l'équipe dirigeante a maintenu le cap, convaincue que reculer à ce moment reviendrait à abandonner l'élan politique qui venait de se créer. Au moment de l'affrontement ouvert. Lorsque les anciennes puissances coloniales ont réagi par des sanctions économiques ciblées, la situation a brusquement changé d'échelle. Ces mesures n'étaient pas massives, mais elles ont suffi à amplifier l'incertitude des marchés régionaux. Le gouvernement a alors accéléré la diversification des partenariats, cherchant à nouer des alliances alternatives en Asie et en Amérique latine. Ce pivot n'a pas été accueilli avec enthousiasme par tous. Certaines entreprises locales, habituées à des circuits commerciaux plus anciens, ont craint un effondrement des débouchés. Parallèlement, les groupes extrémistes présents dans le Sahel ont profité de cette période d'instabilité pour augmenter leurs actions, multipliant les attaques dans des zones peu sécurisées. Cette montée de violence a forcé l'État à reconsidérer son budget. Une partie des ressources initialement destinées au développement a dû être redirigée vers la défense, créant un dilemme constant entre sécurité immédiate et construction de long terme. Dans les rues, pourtant, une autre dynamique s'installait. Des manifestations de soutien aux réformes ont émergé dans plusieurs villes du Sahel. Les jeunes y voyaient la première tentative sérieuse de rompre avec la dépendance structurelle qui pesait sur l'Afrique de l'Ouest. La pression populaire est devenue une force politique à part entière, renforçant la légitimité d'Ibrahim Traoré. Dans la phase des répercussions profondes, les répercussions profondes.
Les effets secondaires se sont révélés plus complexes qu'attendus. L'économie locale a montré des signes de résilience, mais la pression extérieure ne s'est pas atténuée. Les voisins régionaux ont observé cette transformation avec prudence. Certains gouvernements y voyaient une opportunité de redéfinir leurs relations avec les puissances étrangères, d'autres redoutaient un précédent susceptible d'alimenter des contestations internes. Dans ce contexte mouvant, une question latente s'est imposée. Combien de temps un pays peut-il maintenir un virage aussi abrupt face à un système global fondé sur des dépendances anciennes? C'est cette interrogation que nous allons explorer ensuite. À partir des données disponibles, un mouvement net apparaît. Avant 2022, l'économie burkinabé stagnait sous la pression des circuits extérieurs. Après les réformes, 3 indicateurs mesurables montrent un bond significatif. Ce glissement baseline-delta n'est pas une simple embellie conjoncturelle. Il constitue la preuve matérielle que la stratégie engagée modifie réellement la structure économique du pays. Le premier indicateur est la croissance du PIB, à 3,5%. Un chiffre modeste à l'échelle mondiale, mais remarquable pour un pays soumis aux contraintes sécuritaires du Sahel. Cette hausse révèle une réallocation interne plus efficace des ressources publiques, conséquence directe de la fiscalité renforcée et de la redistribution. Le chiffre ne dit pas tout, mais il montre que la trajectoire précédente, marquée par une dépendance forte aux acteurs extérieurs, commence à s'inverser. Le deuxième indicateur concerne l'augmentation de 15% de la production d'or, signal déjà évoqué, mais qui doit ici être interprété avec précision. Cette hausse ne signifie pas que de nouvelles mines ont été ouvertes massivement. Elle reflète une récupération plus rigoureuse des revenus issus des exploitations existantes, grâce aux taxes révisées et au contrôle accru sur les opérations minières. En d'autres termes, le même secteur, avec les mêmes gisements, produit désormais davantage pour l'économie nationale qu'auparavant. Enfin, le troisième indicateur est la progression de 12% des investissements étrangers, un phénomène paradoxal pour un pays à contre-courant des normes financières internationales. Cette progression, prudente mais réelle, montre que certains acteurs extérieurs perçoivent une opportunité dans la stabilisation progressive du cadre fiscal. Elle démontre aussi la capacité d'un État souverain à attirer des capitaux malgré les tensions géopolitiques, pourvu que les règles du jeu soient claires. Ces 3 données, mises bout à bout, confirment que la recomposition engagée n'est pas qu'idéologique. Elle s'inscrit dans des mécanismes économiques tangibles. Cependant, leur interprétation exige nuance. Les pressions extérieures persistent et les gains demeurent fragiles. Les groupes extrémistes continuent de forcer l'État à réallouer des ressources vers la sécurité, réduisant l'impact immédiat des réformes sur les infrastructures civiles. Les sanctions ciblées, imposées par certaines puissances occidentales, entretiennent une incertitude qui ralentit les échanges et complique la planification budgétaire. C'est ici que se referme la question ouverte en P5. Combien de temps un pays peut-il soutenir un virage aussi abrupt? Les chiffres montrent qu'un espace de manœuvre existe, mais ils révèlent aussi que cette évolution repose sur une ligne étroite. Trop de pression extérieure pourrait fragiliser la dynamique interne. Trop de brutalité dans les réformes pourrait déstabiliser l'administration encore en transition. Autrement dit, la bataille ne se joue pas seulement sur des tableaux économiques. Elle se joue dans la capacité du Burkina Faso à maintenir l'équilibre entre ambition souverainiste et contraintes structurelles. Et c'est dans cette tension que se prépare l'affrontement argumentatif du prochain volet. Pour comprendre pleinement la portée des réformes engagées, il faut examiner les critiques les plus solides formulées contre la trajectoire d'Ibrahim Traoré. 2 arguments dominants reviennent parmi les opposants, qu'ils soient internes ou extérieurs, et méritent d'être reconstruits avec rigueur avant d'être confrontés aux faits disponibles. Le premier argument affirme que la stratégie de souveraineté risque d'isoler durablement le Burkina Faso. Selon cette position, la taxation renforcée des multinationales, les ruptures avec certains partenaires traditionnels et les tensions diplomatiques ouvriraient la
la voie à un isolement économique similaire à celui que d'autres pays du Sud ont déjà subi par le passé. L'idée repose sur une logique simple. Dans un système mondial où les rapports de force sont asymétriques, un pays du Sahel aurait tout à perdre à bousculer des intérêts établis depuis des décennies. Une contraction des investissements, une chute des échanges et une hausse des sanctions seraient, selon cette critique, des scénarios quasi inévitables. Le second argument avance que les réformes internes dépassent les capacités institutionnelles du pays. Les sceptiques soulignent que lutter contre des décennies de corruption, restructurer un appareil d'État affaibli et redistribuer équitablement les ressources naturelles nécessite des institutions robustes, stables et dotées de moyens conséquents. Or, entre insécurité persistante, pressions internes et menaces des groupes extrémistes, ses opposants estiment que la structure administrative burkinabé pourrait s'effondrer sous le poids simultané des attentes populaires et des défis sécuritaires. Face à ces deux critiques, les données de la période récente permettent une réponse mesurée, mais ferme. D'une part, le pays n'a pas été isolé, puisque les investissements étrangers ont progressé de 12%, même de façon prudente, montrant que l'incertitude n'a pas dissuadé tous les acteurs extérieurs. D'autre part, les réformes fiscales et minières ont déjà produit une hausse de 15% de la production d'or, signe que les institutions peuvent, dans certains secteurs, absorber et appliquer les nouvelles règles. Ces éléments ne neutralisent pas totalement les inquiétudes, mais ils montrent que la réalité est plus nuancée. Le risque existe, mais la dynamique interne ne s'effondre pas, et cette tension ouvre la voie au tournant que le prochain acte mettra en lumière. Tout bascule ici. Au milieu du processus, un détail longtemps considéré comme secondaire révèle son poids réel. L'écho continental des décisions prises à Ouagadougou. Ce n'est plus seulement le Burkina Faso qui observe ses propres mutations. Ce sont les capitales du Sahel qui scrutent chaque mouvement, conscientes qu'un précédent politique est en train de naître. L'effet de ricochet, d'abord discret, s'est amplifié à mesure que les réformes de gouvernance et la taxation renforcée ont commencé à produire leurs premiers résultats tangibles. Dans les rues de Bamako, de Niamey ou d'Accra, des mouvements de jeunesse ont vu en Ibrahim Traoré non pas un simple dirigeant national, mais le symbole d'une autonomie revendiquée face aux puissances extérieures. Cette onde, inattendue par son intensité, a surpris même les observateurs les plus prudents. Elle a modifié la manière dont les gouvernements voisins calibrent leurs propres marges de manœuvre. Une recomposition silencieuse, mais réelle, s'insinue ainsi dans les rapports régionaux, où chaque concession ou prise de position résonne plus fort qu'auparavant. Ce changement d'échelle soulève une interrogation nouvelle. Si l'effet domino se poursuit, jusqu'où pourrait s'étendre cette logique souverainiste dans le Sahel ? Les réformes engagées ne se traduisent pas par des transformations abstraites. Elles produisent des effets concrets pour 4 ensembles d'acteurs dont les trajectoires s'entrecroisent désormais. À mesure que la logique souverainiste s'étend au-delà du Burkina Faso, comme l'interrogeait la question ouverte en P8, ces groupes vivent chacun une mutation différente, parfois convergente, parfois contradictoire. Le premier groupe concerné est les citoyens burkinabés. Pour la population locale, l'impact immédiat tient surtout à la redistribution progressive des recettes issues de l'or et à la réorientation des investissements vers les priorités internes. Les communautés minières longtemps reléguées, voient certains projets d'infrastructures émerger plus rapidement, bien que la pression sécuritaire impose encore des détours budgétaires. L'amélioration est partielle, mais perceptible. Des revenus mieux captés par l'État créent une dynamique où l'économie locale commence à se détacher de la dépendance chronique aux aides extérieures. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient le point de référence d'un espoir prudent. Son discours résonne car il touche aux besoins matériels immédiats. Souveraineté, contrôle des ressources, justice distributive. Les citoyens n'obtiennent pas tout ce qu'ils attendent, mais ils voient une direction nouvelle qui redonne un certain sens à la mobilisation nationale.
Le deuxième groupe concerné est les jeunes Africains du Sahel. Au-delà du Burkina Faso, les jeunesses urbaines du Sahel perçoivent les réformes comme une brèche ouverte dans un système longtemps perçu comme immuable. Le phénomène est particulièrement visible dans les mouvements étudiants et les collectifs militants de Bamako ou Niamey, où les discours de souveraineté circulent désormais comme une alternative politique crédible. Ce n'est pas l'idéologie qui circule, mais l'idée qu'un pays peut modifier ses règles du jeu en dépit des pressions internationales. L'effet est réel. Une hausse notable d'engagement civique et de revendications pour une plus grande transparence dans les accords économiques des pays voisins. L'exemple burkinabé agit comme une stimulation psychologique forte, même si les jeunes sont conscients que la situation sécuritaire reste un obstacle majeur. Le troisième groupe concerné est les élites politiques régionales. Dans les gouvernements voisins, les réformes burkinabées créent une tension stratégique. Certains responsables y voient l'occasion de renégocier leur propre dépendance externe, tandis que d'autres redoutent un effet d'entraînement pouvant nourrir des contestations internes. L'influence d'Ibrahim Traoré se fait ici sentir indirectement. Il devient un facteur d'ajustement dans le calcul politique régional. Cette situation entraîne deux dynamiques contradictoires. D'un côté, une volonté d'explorer de nouveaux partenaires économiques. De l'autre, une prudence extrême vis-à-vis des réactions des puissances occidentales. La recomposition des alliances reste fragile, mais elle existe, ce qui confirme l'intuition de la paix haute. Le Sahel entre dans une zone mouvante où chaque décision résonne au-delà des frontières. Le quatrième groupe concerné est les acteurs internationaux. Pour les puissances étrangères et les multinationales, les réformes constituent un signal d'alerte. Les nouvelles exigences fiscales et la redistribution locale modifient les marges stratégiques traditionnelles, obligeant les entreprises à revoir leur modèle d'exploitation. Certaines s'adaptent, d'autres réduisent leur exposition. Sur le plan diplomatique, les États occidentaux observent une transformation qui perturbe un équilibre vieux de plusieurs décennies. Le Burkina Faso n'est pas isolé, mais il n'est plus prévisible. Il devient un acteur qui impose désormais des conditions. Le nom d'Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans les analyses géopolitiques non plus comme une exception, mais comme un test de résistance pour l'ordre international dans la région. Ainsi se referme la question ouverte en paix cuite. L'effet domino est réel, mais son étendue dépendra de la stabilité interne et de la capacité des réformes burkinabées à résister aux pressions cumulées du Sahel et des puissances extérieures. Sur les 12 prochains mois, 3 trajectoires possibles se dessinent pour le Burkina Faso, chacune dépendant de la capacité du pays à stabiliser ses réformes, tout en absorbant la pression extérieure. Ces scénarios n'annoncent pas l'avenir. Ils offrent des cadres d'interprétation pour comprendre comment une dynamique souverainiste peut évoluer dans un environnement aussi dense que celui du Sahel. Dans un premier scénario, base, continuité sous tension. Dans cette voie, les réformes se poursuivent à un rythme mesuré. Si les pressions extérieures restent contenues, alors le pays maintiendra une relative stabilité économique, portée par la redistribution progressive des recettes minières et la vigilance institutionnelle amorcée ces derniers mois. Si le gouvernement réussit à stabiliser les zones les plus exposées, alors les investissements étrangers, prudents mais réels, continueront d'affluer. Cette trajectoire implique cependant une tension permanente. Chaque avancée nécessite une consolidation administrative et sécuritaire que les institutions burkinabées devront soutenir sans relâche. Dans un deuxième scénario, optimistique, consolidation et diffusion régionale. Ici, les réformes produisent un effet multiplicateur. Si les mesures de transparence et la fiscalité renforcée obtiennent l'adhésion durable d'une partie des acteurs économiques,
alors le pays pourrait accélérer l'investissement dans les infrastructures et essentielles. Si les mouvements citoyens du Sahel continuent de s'inspirer de cette dynamique, alors une recomposition régionale pourrait émerger, transformant l'exemple burkinabé en laboratoire politique au sein de l'Afrique de l'Ouest. Ce scénario imagine un cercle vertueux où la stabilité naît d'une gouvernance plus affirmée, soutenue par une mobilisation populaire qui dépasse les frontières nationales. Dans un troisième scénario, worst case, la pression cumulative. Dans cette issue plus sombre, la montée simultanée des pressions diplomatiques, des représailles économiques et de l'insécurité interne produit un effet d'étranglement. Si les sanctions se multiplient, alors les marges de manœuvre budgétaires se resserreront, fragilisant les programmes d'investissement. Si les groupes extrémistes profitent de la moindre faille sécuritaire, alors l'État pourrait être contraint de détourner une part encore plus grande de ses ressources vers la défense, au détriment du développement. Cette trajectoire n'annule pas les réformes engagées, mais elle les ralentit jusqu'à les rendre moins perceptibles dans la vie quotidienne. Ces trois chemins, pourtant très différents, convergent vers une question centrale. De quoi dépend réellement la résilience du modèle burkinabé à moyen terme? Cette interrogation, QQ4, guidera l'étape suivante. Comprendre comment cette dynamique retombe sur ceux qui observent, analysent et vivent les effets du changement. Les transformations engagées au Burkina Faso ne se limitent pas aux frontières de ce pays. Elles touchent aussi celles et ceux qui observent, analysent ou vivent indirectement les répercussions de ce basculement souverainiste. À ce stade du récit, il devient essentiel de comprendre comment ces mutations résonnent auprès de trois familles de publics, chacune portant un regard particulier sur l'expérience burkinabé. Groupe A. Les observateurs attentifs. Pour ceux qui suivent les dynamiques politiques et économiques du Sahel, les réformes burkinabées montrent qu'un pays peut tenter d'inverser une relation de dépendance sans sombrer immédiatement dans l'isolement. Cette lecture suscite autant de curiosité que de prudence. Elle interroge les modèles établis et pousse à reconsidérer la solidité des équilibres internationaux. Ces observateurs y voient une invitation à questionner les chaînes invisibles qui structurent les rapports économiques entre nations. Groupe B. Les citoyens du continent africain. Chez une partie du public africain, l'expérience du Burkina Faso opère comme un signal psychologique fort. Sans promettre un avenir simple ou linéaire, elle démontre qu'un changement institutionnel peut émerger même dans un contexte de tension sécuritaire. Elle incite à réfléchir au rôle du citoyen dans la construction d'un État plus transparent et plus cohérent, et elle rappelle que les marges de transformation, même modestes, existent encore dans les espaces politiques les plus contraints. Groupe C. Les personnes en quête de repères globaux. Au-delà de l'Afrique, ceux qui questionnent les inégalités mondiales perçoivent dans cette trajectoire un miroir des rapports de force entre Nord et Sud. Le cas burkinabé ne fournit pas une réponse définitive, mais il montre comment une volonté politique peut défier des structures jugées immuables. Et dans un monde où les systèmes semblent souvent verrouillés, cette possibilité nourrit une réflexion plus large sur les voies alternatives qui pourraient s'ouvrir ailleurs. Ainsi, à travers ces trois perspectives, une même idée s'impose. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse le cadre strict d'un pays. Cela interroge notre manière collective de comprendre la justice, la souveraineté et le rôle des citoyens dans la transformation des sociétés. Pour que la trajectoire engagée puisse résister aux tensions internes et externes, la question centrale posée en P10, il faut envisager une méthode d'action structurée. Le Burkina Faso ne peut pas dépendre uniquement de l'élan initial. Il doit consolider ce qui a été amorcé, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, en transformant une dynamique politique en architecture durable. Voici une feuille de route pragmatique, fondée sur les leviers déjà perceptibles dans les réformes. La première étape consiste à renforcer la société civile.
AE, jeunesse et associations locales. L'objectif est d'élargir la base de soutien aux transformations. Quand, immédiatement, par cycle de formation civique et d'ateliers communautaires. Mesure, participation accrue aux instances locales et émergence de nouveaux relais citoyens capables d'auditer les projets publics. La deuxième étape consiste à stabiliser la transparence économique. AI, administration plus contrôle indépendant. Il s'agit de maintenir la cohérence des règles fiscales imposées aux acteurs économiques. Quand, dans les 6-12 mois à venir, par audit régulier et publication des recettes issues des ressources naturelles. Mesure, continuité de la redistribution locale et réduction des détournements constatés. La troisième étape consiste à consolider les partenariats. Sud-Sud, AI, exécutif, plus diplomatie. Objectif, diversifier les marges de manœuvre et réduire la dépendance à un nombre limité de partenaires historiques. Quand, progressivement, via accords bilatéraux alignés sur les priorités nationales. Mesure, stabilité des investissements et maintien d'un flux d'échanges, même en période de tension extérieure. La quatrième étape consiste à sécuriser les espaces vulnérables. AI, institutions locales, place forces nationales. La résilience du modèle dépend encore de zones fragilisées par l'insécurité. Quand, par étapes, avec renforcement de la présence locale et coordination communautaire. Mesure, réduction du besoin de réaffecter des budgets de développement vers la défense. La cinquième étape consiste à ancrer la cohérence institutionnelle. AI, exécutif burkinabé. Ici, le rôle d'Ibrahim Traoré reste déterminant. Garantir que les réformes s'inscrivent dans une continuité administrative et non dans un sursaut temporaire. Mesure, stabilité des mécanismes internes, harmonisation des priorités, lisibilité pour les acteurs du Sahel.